Bonjour, nous sommes le 29 novembre, il est 16h30 et j'essaie de réunir ma petite troupe pour une promenade. Mais voici un grand paresseux qui n'a pas l'air de vouloir se décider. Il est fatigué, hein? Il a gambadé toute la nuit. Oxo, tu viens? Allez, viens. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça, hein? Il fait un froid de canard. Moins 1 degré, ce matin il y avait moins 7. Mais c'est la Golden Hour. Alors nous avons droit à Goliath, en grande forme, dans son manteau rouge, très impatient. Oxo, tu viens? Bon, pas d'Oxo. On se passera l'Oxo. Alors il y a la pouloute. Elle est déjà dehors, donc elle doit... Ah ben la voilà. Vous voyez, on parle du loup. On en voit la queue. Et voilà la queue de la pouloute. Bon, dernier check. Alors, écoutez, c'est... Bah. C'est quoi là dans le coin, à votre avis? Allez. Alors, écoutez, c'était pas du tout prévu ce tournage. Je me suis décidé il y a peut-être une demi-heure, une heure, parce que figurez-vous que on a déjà shooté hier, par ce froid sibérien, enfin, sibérien pas vraiment, mais quand même, une autre capsule, mais je vois un tel succès de l'opus 2 sur la dominance œstrogénique, qui suivait un opus 1 sur le syndrome prémenstruel, que je me vois un peu obligé d'enchaîner, parce que je crois que j'ai suscité de l'intérêt avec tout ça. Tant mieux, je ne m'attendais pas à autant de succès. Vous voyez là, il y a quelqu'un qui nous attend. Et bon, ben voilà, succès oblige, je vous shoot l'opus 3 et je vais le passer en priorité. Donc je vais décevoir ceux qui attendaient dans les live chats le webinaire sur les laitages. Produits laitiers amis ou ennemis, notre premier webinaire de la saison, il y en aura 7 autres. Environ 90 minutes chacun. Et donc voilà, on va enchaîner de suite avec l'opus 3. Et cet opus 3 commence avec les oublis de l'opus 2. Je savais que j'oubliais des choses, j'étais assez perturbé dans l'opus 2, pour la bonne et simple raison que, d'abord, il y a eu un couac avec un appel indésirable en plein milieu du tournage qui m'a fait tout recommencer, enfin tout le début a été à recommencer, ce qui m'a vraiment énervé parce qu'il y avait des belles scènes avec Monsieur Oxo que vous voyez là, Mademoiselle Pouloute que vous voyez là, et évidemment le petit Goliath. Bon, donc tout ça a été, oui enfin, disons que ils sont là en théorie. Hein. Tout ça a été gâché et ça m'a quand même franchement énervé. Alors, par ailleurs, et j'ai encore oublié de mettre mon mode avion. Enfin, écoutez, bon, espérons que nous ne serons pas interrompus. Et ce qui m'a aussi perturbé, c'est que, bon, Goliath n'était pas trop bien, il avait froid. Hier, ça a été mieux, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Voilà, il faut faire avec les conditions. Hein. C'est l'hiver et il faut que l'on s'adapte. Alors, j'ai oublié des trucs. J'ai oublié d'abord dans les causes évidentes de dominance œstrogénique, quelque chose de très évident, qui est l'exposition au plastique. Alors, toutes sortes de plastiques, notamment les phtalates, des choses comme le bisphénol, hein, qu'il y a dans les tickets, vous savez, les tickets en papier photosensible. Hop. Alors je ramasse ma bestiole parce que voici le labrador chocolat qui est le voisin d'en face. Voyane. Et alors il connaît bien Goliath. Mais bon, oui, il le connaît, hein. Oui, son copain. Oui, c'est gentil les labradors, hein. Et alors, mais les Goliaths aussi. Et alors, donc, ces plastiques, c'est une horreur sur le plan
des xénoœstrogènes, hein, au sens large. Il y en a toute une série. Et alors, il y a les brominated flame retardants. Je ne sais plus comment ça se dit en... Goliath veut retourner sur le plancher des vaches. Il n'y a pas de vaches pour le moment, il fait trop froid. Elles sont à l'étable. Et donc, ce sont des substances synthétiques qui sont utilisées pour éviter de voir certains éléments de mobilier, etc., comme les sofas et des couvertures, etc., prendre feu. Bon, bah écoutez, ça n'arrange pas grand-chose parce que ça dégage alors des fumées extrêmement toxiques. Enfin bon, c'est pas un domaine que je connais bien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces substances-là sont très très nocives, notamment pour la thyroïde, et peuvent être aussi considérées comme appartenant à une large famille de polluants qui perturbent le système endocrinien. Donc voilà, il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Et alors, j'avais aussi oublié quelque chose de très important qui est l'obésité. Oui. Les femmes obèses, et surtout en parlant d'obésité morbide, mais déjà dans les stades intermédiaires, ont des risques beaucoup plus élevés et de dominance œstrogénique et de cancer du sein. Bon, ça nous donne une bonne occasion de transition avec la suite, parce que il s'agit aujourd'hui de la prévention du cancer du sein. J'ai déjà livré un certain nombre d'éléments dans l'opus 2 qu'il faudrait peut-être écouter si vous n'avez pas encore fait, voire réécouter, parce qu'il y a quand même une technicité dans tout ça qui n'est pas évidente pour les non-initiés, et donc je vous propose de réécouter, de prendre quelques notes éventuellement, ça ne fait pas de tort. Et ce que vous avez annoncé dans l'opus 2, c'est toute une stratégie pour essayer d'éviter une surexposition iatrogène aux œstrogènes, surtout évidemment synthétiques. Ça c'est l'horreur, c'est avec les pilules. Hein, c'est absolument infâme. Et j'avais insisté sur l'importance du caractère œstrogénique de la pilule. Certaines sont plus dosées que d'autres. Hein. Vous pouvez voir ça sur la composition des différentes pilules. Vous verrez parfois 30 mg, 25 mg, 20 mg. Bon, ben plus ça monte, pire c'est. Mais on va pas entrer dans tout ça, c'est pas... De toute façon, je n'aime pas du tout, je prescris pas ces choses-là, mais bon, évidemment, je suis conscient qu'il faut quand même des modes de contraception, mais c'est pas le sujet. Et donc, la force de ces pilules, sur le plan œstrogénique, alors on me suggère dans les commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires, des pilules, enfin, il y a différents types de pilules, il y en a qui sont basées sur la progestérone, hein, d'accord, mais ce sont des progestagènes, c'est de la progestérone artificielle qui n'est pas totalement innocente non plus. Enfin, c'est un fait que c'est moins œstrogénique, mais c'est toujours pas génial, hein, et on donne parfois ça pour lutter contre le syndrome prémenstruel, ce qui pour moi ça ne me convient pas du tout. Je suis persuadé qu'il y a moyen de circonvenir, de soulager le syndrome prémenstruel sans embarquer les femmes sous une pilule, alors qu'elles ne demandent pas de contraception. Vous voyez, c'est vraiment dommage d'en arriver là, alors qu'il y a des moyens plus naturels. Et pour en prendre connaissance, je vous renvoie à l'opus précédent. Donc, ces pilules, gros problème. Les traitements, soi-disant safe, hein, soi-disant sécurisants, parce que bioidentiques, parce que appliqués par voie transdermique. Ben, c'est safe dans une certaine mesure.
je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je ne suis pas du tout enthousiaste pour des traitements hormonaux véritables tant qu'on n'a pas une ménopause installée. Je suis plutôt pour laisser ça pour plus tard si nécessaire, faire attention à ne pas surdoser. C'est légitime évidemment d'envisager ça dans la ménopause, surtout dans la transition, surtout au début, il faut aider les femmes, il faut les soulager. Mais je suis totalement contre ça avant. Même pendant la périménopause. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité ovarienne. Peut-être que dans la périménopause, elle sera un peu imprévisible, irrégulière, moins efficace, avec toute une série de perturbations, mais tant qu'il n'y a pas ménopause, il y a des règles, il y a activité ovarienne. Et donc, il y a des sécrétions hormonales tout à fait significatives. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de balancer un traitement hormonal substitutif qui va parfois aider pour remplacer éventuellement des sécrétions qui sont amoindries, retardées, voire absentes pour un moment, mais puis qui reprennent après. C'est ça la définition de la périménopause. Ça va, ça vient. Hein, et c'est imprévisible. Et on ne sait pas si ça va durer 3 mois, 3 ans. Et donc, dans tous ces cas de figure, moi, je travaille en amont avec des pro-hormones surrénaliennes. La prégnénolone, qui est un précurseur direct de la progestérone, et la DHEA, qui est un précurseur indirect de l'œstradiol. C'est un très bon traitement de la périménopause. Je vous renvoie à une capsule que j'ai tournée il y a bien des mois. Il faut chercher sur YouTube. Vous mettez périménopause et mon nom, vous allez trouver tout de suite dans ma chaîne. Vous écoutez cette capsule-là il y en a même plusieurs, je commence à confondre un peu, il y en a 2 consécutives qui se complètent, enfin bref. Donc je ne répète pas tout ça, mais ces soutiens pro-hormonaux surrénaliens prégnénolone DHEA basés sur des dosages sanguins de ces 2 pro-hormones, parce que faut-il encore confirmer qu'il y a des déficits, vous n'allez pas les taper comme ça à l'aveugle, ce sont quand même des molécules actives qui ne sont pas hormonales parce qu'elles ne se fixent pas sur des récepteurs, sont des pro-hormones mais qui débouchent sur des hormones. Vous ne donnez pas ça comme ça à l'aveugle, même si aux États-Unis c'est un peu le cas, puisqu'aux États-Unis c'est considéré comme des compléments alimentaires. Bon, ce qui est quand même rassurant, je ne dis pas que les Américains ont totalement raison en faisant ça, mais vous savez, si les États-Unis n'ont pas vu leur population décimée par cette mesure de la Food and Drug Administration de considérer prégnénolone et DHEA comme des substances suffisamment sûres pour ne pas nécessiter de prescription médicale, bon, de grâce, épargnez-moi vos pleurnicheries sur les risques monstrueux de ces molécules, mais sur base de dosage, hein, et donc définir un montant qui est raisonnable en fonction de la quantité que vous avez déterminée et vérifier après une première prescription de 4 mois si vous êtes en train de doser correctement ou pas, hein. Voir si vous donnez suffisamment. Ouf, là, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit de la glissade, c'est de la glace pure ici. Je ferais mieux de m'occuper de mon tournage et de ne pas risquer la catastrophe en essayant de filmer les espèces d'êtres surnaturels à 4 pattes qui m'entourent. Bon, je le fais quand même, vous voyez, je persiste, je commence à avoir les mains gelées. Donc, reconcentrons-nous et mettons nos gants. Attendez. Je vais pas mettre mon gant sans un peu de gymnastique. Voilà. Bon, regardez le paysage. Hein, pas dégueulasse. De la neige, surtout de la glace en fait. Parce que ça fait 8 jours qu'il a neigé, hein.
Donc il y a pas mal qui a été volatilisé. Ah, bon bah écoutez, je ne saurais pas tenir. Bon donc, pro-hormones pour éviter ces problèmes de bombardement œstrogénique intempestif pour des raisons de contraception et de soutien hormonal pendant la vie reproductive de la femme et pendant la périménopause. Voilà, ça c'est ma stratégie. En ménopause, on va dire quand même un mot, on peut utiliser des hormones bioidentiques, mais il faut éviter les surdosages. Je vois beaucoup de surdosages, je balance des tonnes de gel, etc. Pour des raisons c'est un peu à celui qui en donnera le plus. Et avec une arrière-pensée cosmétique parfois dont on se passe bien parce qu'il y a des risques. Je vous ai parlé des risques dans l'opus 2, je ne vais pas redire la même chose. Et comment est-ce qu'on peut identifier les femmes qui présentent davantage de risques? Donc le premier risque étant le surdosage. Mais mettons ça de côté, faites attention à ne pas prescrire pour les prescripteurs et à ne pas prendre pour les patientes des doses trop fortes. Tout ça doit être étayé par un dosage initial et puis des contrôles ultérieurs. Et de nouveau, prescrivez un traitement pour 4 mois et vous vérifiez si ça colle. Alors, les autres risques sont soutenus par la génétique. Le problème, c'est que l'histoire familiale n'est pas suffisante pour tout dire et complètement nous rassurer, parce qu'évidemment, par le fait que chaque personne possède 2 gènes, mais n'en cède qu'un à sa descendance, c'est pas toujours le même selon les différents enfants, etc. Il y a quand même une grande dose d'imprévisibilité. Donc, il faut faire des tests génomiques sur la personne. Je vous les répète, GST, parce que la glutathion-S-transférase est absolument cruciale dans la phase 2 de la détoxification hépatique de tous les œstrogènes. Je vous renvoie à une capsule sur le GST, sur le génomique GST. Bon. COMT, catéchol-O-méthyltransférase, qui travaille en parallèle avec la GST, enfin non, c'est pas en parallèle, qui travaille en cascade avec la GST pour méthyler les produits de détoxification phase 2 des œstrogènes et qui augmente la sécurité. Et si votre COMT n'est pas bonne, problème supplémentaire. Alors, je vous rappelle, la GST, c'est très particulier comme gène. Il n'y a pas de génotype hétérozygote. Soit c'est homozygote sauvage, très bien. Soit c'est homozygote variant, bam, pas de gène. Le gène est absent. C'est le génotype null, pas de gène. Donc, c'est du sérieux. GST M1, pour le cas de figure. Pour le détoxification estrogénique, c'est le GST-M1 qui compte. Et COMT, bon là c'est un gène classique, vous avez les 3 versions, homozygote sauvage, homozygote variant et hétérozygote. Homozygote sauvage, très bien. Hétérozygote, perte de 50% de l'activité. Et homozygote variant, perte de 75-75% de l'activité. Okay. Je vous renvoie aussi, il y a une vidéo qui parle spécifiquement du COMT. Ancienne, c'est dans mes vidéos sur la série génomique, je ne sais plus le numéro par cœur, vous trouverez facilement parce que c'est dans le titre ou le sous-titre, vous verrez ça sur le cartouche que je parle de COMT. Okay. Donc tout ça est intéressant, tout ça c'est de la phase 2.
il y a d'autres voies de phase 2 qui sont utilisées par les œstrogènes. J'y reviendrai dans 2 minutes. Mais auparavant, je vous rappelle ce que j'ai dit aussi la fois dernière sur la phase 1. Alors là, il y a différents types d'hydroxylation de l'œstradiol, hein, et qui est transformé d'ailleurs en œstrone, et c'est ce qu'on donne. Comme résultat, c'est ce qu'on dose dans les urines. C'est un prélèvement d'urine qui permet d'identifier ça. 2 hydroxylations, très bon. Donc 2 hydroxylations. Donc ça veut dire l'hydroxylation sur le carbone 2, puisque l'œstradiol est une grande structure carbonée, ces molécules liposolubles, comme toutes ces hormones stéroïdes. Et ça, c'est bon. Ce qui est mauvais, c'est la 4 hydroxylation, difficile à doser parce qu'il y en a peu, mais c'est carcinogène. Et ce qu'on dose, c'est la 16 alpha hydroxylation, qui est défavorable et dont on dose les métabolites dans l'urine. Donc le ratio 2 sur 16 alpha OH œstrone, OH hydroxylation, est tout à fait important. Et quand il est trop bas, alors voyez vos labos, hein, pour les normes et les références, parce que chaque labo a ses méthodes de calcul et ses unités, etc. Je ne m'aventure pas là-dedans. Quand ce ratio est trop bas, ben, il y a encore un problème. Mais là, par contre, vous pouvez intervenir, vous pouvez aider, parce que il y a 2 manières d'améliorer ce ratio, et je vous garantis bien que ça s'améliore. Je le vois tout le temps, tous les jours, hein, parce que je le fais à large échelle. C'est de booster la 2-hydroxylation via son expression génique par des phytonutriments qui sont issus de la famille des brassicacées. Donc c'est un peu le miracle du brocoli pour améliorer tout ça, hein, et surtout les pousses de brocoli, hein, qui sont très riches en ces phytonutriments. J'en utilise 2, le DIM, diindolylméthane, et l'indole 3-carbinol, I3C. Les 2 fonctionnent bien, hein. Il y a des difficultés maintenant avec le DIM en Europe. Les régulateurs, sans doute, n'ont pas été suffisamment arrosés par les marchands de DIM, mais comme tout le monde peut vendre du DIM, il n'y a pas de quoi arroser quoi que ce soit, qui que ce soit. Bien que c'est pas bon marché, hein, le DIM. Mais bon, comme tout le monde peut en vendre, c'est pas la même chose que pour des molécules qui ont une licence, hein, et dont le prix peut être extrapolé par des facteurs 10 fois plus importants que dans le monde des compléments alimentaires. Donc DIM et I3C qui maintenant prend un peu la place, parce que le DIM devient difficile à trouver en Europe. Alors, sur ce phénomène de mauvais ratio, j'agis aussi notamment chez les femmes qui souffrent de dysbiose, surtout dysbiose de putréfaction, donc dysbiose bactérienne de putréfaction. Ces bactéries gram-négatives vont donner du LPS. Vous allez doser ça sous la forme de LPS binding protein dans le sang, qui est une démonstration de la présence d'endotoxines, de dysbiose bactérienne et de leaky gut, parce que pour retrouver ça dans le sang, comme ce sont de grosses molécules, il y a une hyperperméabilité intestinale. Donc ça, c'est un dosage très intéressant. Quand vous avez ce genre de marqueur, ou peut-être un
un dosage des métabolites organiques urinaires qui va vous donner également ce renseignement, eh bien, vous devriez utiliser le calcium déglucarate, qui est un inhibiteur de la bêta-glucuronidase. Alors, la bêta-glucuronidase est un enzyme sécrété par ces bactéries dont on vient de parler. Et comme son nom l'indique, il détruit la liaison entre l'œstrogène qui a été détoxiqué par le foie, qui est dans les intestins, et qui a été cette fois attaché à de l'acide glucuronique. Donc c'est un glucuronoconjugué qui diffère des glutations conjugués quand c'est dû à l'action du GST. Et ces glucuronoconjugués vous débarrassent des œstrogènes, mais s'il y a trop de bêta-glucuronidase, la liaison est brisée et les œstrogènes sont réabsorbés. C'est le cycle de... c'est comment encore c'est le cycle entérohépatique, hein, où les œstrogènes repassent de l'intestin, vu qu'ils sont seuls, ils sont liposolubles, ils traversent spontanément, passivement la muqueuse intestinale et ils se retrouvent dans les capillaires, repris progressivement vers la veine porte et reparti dans le foie, rebelote, tout est perdu, tout est à refaire. Eh bien, le calcium déglucarate se fixe à la place de ces glucuronoconjugués et bloque la bêta-glucuronidase. Donc vous voyez que y a des moyens naturels, c'est une molécule naturelle, abordable, pas spécialement cher, que j'utilise aussi avec succès. Donc c'est ça toutes les techniques. Et évidemment, j'allais oublier, quand vous avez une COMT variante, hétéro et a fortiori homozygote variante, beaucoup de magnésium. Le magnésium est le cofacteur qui permet de corriger un peu, de booster un peu une COMT paresseuse. Donc voilà tout un tas de choses que vous pouvez faire et qui vous servent aussi à détecter les femmes à risque. Parce qu'une femme qui a tous ces marqueurs-là défavorables, il faut être très prudent avec tout traitement œstrogénique iatrogène de l'extérieur et encore plus prudent avec tous les xénobiotiques dont on a parlé. Voilà, bon, c'est pas simple, tout y est, écoutez-le 3 fois s'il faut, je pense avoir quand même bien dit, bien expliqué. Je vais rattraper Maître Goliath qui est beaucoup plus haut, je cours, ça va me réchauffer, je vous dis à vendredi prochain, 19h30 pour notre live chat. Merci beaucoup pour votre fidélité. Elle doit appeler ça pour fermer le truc.